5 mai, 57e anniversaire d'un événement que tu as vécu de l'intérieur puisque tu étais là. Et c'est pour cette raison que nous avons vraiment voulu que tu puisses prendre le temps d'échanger avec nous. Voilà. Et merci infiniment d'avoir pris ce temps-là. Eh bien, je suis heureux d'être avec vous également, de voir que nos filles continuent l'œuvre que nous avions amorcée il y a de cela longtemps. Vous savez, la journée du 25 mai 1943 est célébrée comme journée de l'Afrique. Il faut peut-être remonter un peu plus loin pour comprendre les raisons pour lesquelles les chefs d'État des pays indépendants, ils étaient 33, se sont réunis ce jour-là. Tout est parti de l'après-guerre. J'ai participé à la Deuxième Guerre mondiale comme engagé volontaire d'abord. J'ai connu la défaite parce que j'étais en France en 1940 et j'ai connu la victoire en 1945. Toujours en France, mais entre 1940 et 1945, certains événements se sont passés. Et il faut remonter un peu, dès d'abord la fin de la guerre, les gens comme moi qui avaient participé à la Deuxième Guerre mondiale se sont posé des questions. Nous nous sommes dit, nous sommes africains. Nous avons participé à cette guerre parce que les gens de ma génération avaient lu le Mein Kampf d'Adolf Hitler et avaient perçu le sentiment des Allemands. C'est pourquoi nous nous sommes engagés d'ailleurs à cette guerre. La plupart, moi j'étais engagé volontaire, j'avais 19 ans. En 1940, j'ai quitté le Sénégal pour rejoindre l'école de radiotélégraphie de l'armée de l'air, où j'étais admis pour devenir mécanicien radiotélégraphiste de l'armée de l'air. J'ai connu la défaite, donc, je vous ai dit, l'occupation allemande. J'ai tenté d'aller en Angleterre depuis la Bretagne, je n'ai pas réussi. Et quand les Allemands ont occupé une grande partie de la France, j'ai réussi malgré tout à rejoindre la zone libre et à revenir au Sénégal. En 1943, les Américains débarquent en Afrique du Nord et le Sénégal rejoint ceux qui luttaient contre l'Allemagne. La défaite de l'Allemagne en 1945, je suis resté à Paris. Et déjà, pour faire des études, et déjà dans les mouvements d'étudiants, j'ai présidé notamment l'Association des étudiants africains de Paris, participé à la création, pour ne pas dire que j'étais peut-être l'initiateur avec quelques-uns de nos amis de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, qui est devenue un des fers de lance de la lutte pour l'indépendance. L'indépendance acquise en 1960, en 1957 d'abord pour le Ghana. Je représente le Sénégal à la fête de l'indépendance du Ghana. J'ai un entretien avec Kourouma, qui avait reçu d'ailleurs toutes les délégations qui étaient là. Et l'idée a percé qu'il fallait que les pays indépendants de l'Afrique puissent s'associer pour achever la décolonisation du continent et mener également la lutte contre l'apartheid et le système raciste de l'Afrique du Sud. Nous avons réussi
Alors, et j'ai fait d'ailleurs à l'époque, on peut peut-être retrouver ça, une interview dans l'agence France Presse, où je disais que désormais, avec l'indépendance du Ghana, on ne pouvait pas ne pas entrevoir que cela ouvrait la perspective de l'indépendance des pays d'Afrique au sud du Sahara. L'Afrique du Nord ayant été libérée, l'Égypte depuis longtemps, la Libye après la Deuxième Guerre mondiale, et les autres pays, je dis, on ne pouvait pas éluder maintenant leur accès à l'indépendance. Les événements ont été peut-être beaucoup plus rapides que je ne le pensais parce que dès 1963, 60 plutôt, beaucoup de pays étaient indépendants et donc le 25 mai 1963, ces pays indépendants qui étaient au nombre de 33 ont adopté la charte qui a fondé l'Organisation de l'Unité africaine. Et cette organisation s'est fixée comme objectif l'indépendance de la totalité du continent et la suppression de l'apartheid. En 1963, donc, les pays indépendants, mais qui étaient au départ divisés en deux groupes, ce qu'on appelait le groupe de Casablanca et le groupe de Monrovia. Les deux groupes ont fini par fusionner et c'est ainsi que le 25 mai 1943 se réunissaient à Addis Abeba sous la présidence d'Haïlé Sélassié de ce qui est devenu l'Organisation de l'Unité africaine. Les objectifs, c'était d'abord la libération de tout le continent. Et non seulement la libération du continent, mais aussi de mettre en commun les efforts en vue d'assurer l'aspiration profonde des peuples africains, c'est-à-dire le développement des pays. C'est ainsi donc que cette journée a été choisie comme journée de l'Afrique et a été célébrée pour se rappeler les objectifs que se fixait l'OIA au départ avec l'adoption de la charte. 57 ans après, qu'est-ce qu'on peut constater? Que les objectifs qui s'étaient fixés à l'époque ont été atteints dans une certaine mesure. En ce qui concerne évidemment, d'une part, la libération du continent et la suppression de l'apartheid. Aujourd'hui, l'Afrique compte 54 pays indépendants. Mais l'apartheid a été supprimé en Afrique du Sud, mais les objectifs visant au développement, on ne peut pas dire qu'ils sont atteints. Ils sont même loin d'être atteints et il faut que nous ayons l'honnêteté de reconnaître que les populations africaines restent encore parmi les plus pauvres du monde, que les objectifs visant au développement n'ont pas été atteints parce qu'il y a évidemment des intérêts d'autres puissances, et ces puissances n'ont rien fait, si je puis dire, pour favoriser le développement de l'Afrique et ont maintenu les rapports de dépendance qui existaient. Qu'est-ce qu'on constate? L'Afrique continue d'être un continent, la plupart du temps, dont le développement économique a été entravé parce que l'Afrique n'a pas su maîtriser les éléments qui auraient permis la modernisation de toutes les structures économiques et la transformation par l'Afrique de ces matières premières. Nous continuons à produire des matières premières brutes qui sont transformées ailleurs et qui nous reviennent transformées par les autres. Donc, tout l'intérêt
que représente le facteur essentiel de développement du continent, tout cet intérêt va aux pays qui ont des rapports économiques avec l'Afrique. Justement. Pourquoi? Simplement, nous n'avons pas pu rassembler, nous n'avons pas pu faire ce que l'Europe a fait. L'Europe a bâti sa modernisation d'abord au moment de l'accumulation du capital, sur la traite des esclaves. Ensuite, la traite des esclaves abolie parce que ne correspondant plus du tout à la nature du développement capitaliste, les Africains ont connu donc, après l'abolition de la traite des esclaves, l'accord de Berlin, esclavage qui a duré près de 4 siècles, l'accord de Berlin de 1885, par lequel le continent a été partagé entre les puissances capitalistes naissantes et avec l'industrialisation naissante de l'Europe. À partir de ce moment-là, on a souvent parlé de l'abolition de l'esclavage, sans se rendre compte que l'esclavage ne correspondait plus au système de production capitaliste, qui a besoin d'une main-d'œuvre libre, qui peut passer d'un pays à l'autre et qui également peut être mobilisée dans des secteurs de production différents à tout moment. Le système de l'esclavage aboli, le partage du continent, on parle souvent du partage du continent, sans se rendre compte que les Européens, d'ailleurs, quand ils se sont réunis à Berlin en 1885, ne se sont pas partagés le continent en disant vous occuperez ceci, vous occuperez ça. Ils ont simplement adopté les modalités de colonisation, d'occupation du continent pour éviter tout conflit entre ces puissances. On a fixé des règles en disant que chaque pays pouvait partir d'un endroit donné de l'Afrique et sa frontière s'arrête au moment où il rencontre le troupe d'un autre pays. En réalité, c'est ça qu'on a appelé le partage de l'Afrique, mais ils se sont réunis en disant vous prenez ce morceau, moi je prends ce morceau. Non, on a dit bien, on va conquérir le continent, mais la règle est que chaque pays arrête sa frontière là où il rencontre un autre pays. C'est ainsi que l'Afrique a été partagée, et ce partage de l'Afrique avait pour objectif, c'est d'écouler d'abord les marchandises qui étaient produites dans les pays industriels et donc de trouver des clients pour l'industrie européenne et en même temps aussi de permettre d'investir les capitaux naissants de l'industrie. C'est ainsi que tout le développement de l'Afrique de l'époque, on ne le dit pas toujours, les routes, les chemins de fer, etc., tout ça en réalité a été réalisé avec des capitaux venant de l'Europe essentiellement, et ces capitaux trouvaient le moyen de s'investir par ce biais, ou alors à travers également le travail forcé qui était imposé à l'Afrique jusqu'à après la Deuxième Guerre mondiale. Mais ils avaient besoin, tonton, de ces infrastructures pour leur développement. Exact. Ils n'avaient pas fait ça pour nous, ils n'avaient pas fait ça pour nous équiper, ils avaient fait ça pour leur propre développement, n'est-ce pas? Exactement. Et même c'est nous qui les avons payés ou réalisés par le travail forcé. Et là, ça nous fait peut-être revenir un petit peu sur une actualité cuisante, le franc CFA, où l'on a un décret où c'est la France qui nous annonce
l'abolition du CFA est remplacée par l'éco. Qu'est-ce que tu en penses, tonton? Avant ça, avant ça, la valeur de du franc CFA avait été fixée par la France. La dernière dévaluation du franc CFA, parce que jusqu'à un certain moment, le franc CFA avait été le double, avait comme valeur le double du franc français. Pourquoi? Parce que simplement, après la guerre, la France avait subi évidemment des dommages matériels très, très grands. Les usines françaises avaient été détruites, etc. L'économie française était, et la monnaie africaine avait une valeur double de la monnaie française. Nous avons connu ça, nous, dans notre temps de la guerre. Et quand le franc français a été institué, gagé sur le franc français, puis sur l'euro, la valeur du franc CFA par rapport à l'euro a été fixée non pas par les Africains, mais par les Français eux-mêmes. On oublie que la dernière dévaluation française a été faite par la France elle-même, a été notifiée aux chefs d'État africains qui faisaient partie de la zone franc. C'est dire donc que les pays de la zone franc étaient dépendants du trésor français et n'avaient pas leur mot à dire. On ne consultait même pas la France et les appels qu'on faisait. Je pense que c'est le gouvernement de Balladur qui a fait la dernière dévaluation. Et cette dévaluation a été décidée par la France et notifiée aux Africains eux-mêmes. Ce qui veut dire que les Africains ne pouvaient pas, les Africains ne contrôlaient absolument pas leur développement. Mais ce qui est le plus grave, c'est qu'après l'indépendance, des tentatives de regroupement ont eu lieu, mais ces tentatives ont subi un échec à chaque fois. Et quand on regarde les choses en profondeur, on s'aperçoit que cet échec n'était que la conséquence de la volonté de l'ancienne puissance coloniale de continuer à contrôler l'économie. Nous n'avons pas mis ce que il ne faut pas oublier, il faut d'abord dire quand même que l'indépendance a permis aux pays africains un certain nombre de réalisations qu'il faut noter, réalisations dont on ne parle pas. D'abord, grâce à l'indépendance et grâce à la réunion qui a eu lieu en 1943 et qui a abouti en 1963, le 25 mai, qui a abouti à la création de l'OIA, l'Afrique a pu réaliser son indépendance totale. Aujourd'hui, 54 pays sont partis des Nations Unies, sont donc des pays indépendants. Et cela n'a pas été acquis aussi sans lutte, non seulement l'indépendance, mais la suppression de l'apartheid du régime raciste, la suppression du régime raciste en Afrique, doit beaucoup à l'effort développé par les pays africains et à leur volonté de supprimer l'apartheid. Là aussi, j'ai un souvenir précis. Quand je suis rentré à l'UNESCO en 1970, comme sous-directeur général de l'UNESCO, chargé de l'éducation, ma première mission a été auprès de l'OIA, décidée par mon prédécesseur de l'époque. Et cette première mission, c'était d'étudier les moyens par lesquels l'UNESCO pouvait aider les mouvements de libération qui luttaient pour l'indépendance à l'époque. Parce que toute l'Afrique n'était pas indépendante en 1970. Je me rappelle que quand moi j'étais même président de la délégation de mon pays à l'UNESCO, au conférence générale de l'UNESCO, nous étions battus d'une part contre l'apartheid, d'autre part pour la libération des pays africains qui n'étaient pas encore indépendants. Je suis arrivé donc quelques 2 ou 3 mois après ma nomination à Addis.
À Addis, où se trouvait le siège de l'OIA, pour demander à l'OIA ce que l'UNESCO pouvait faire. L'UNESCO, toutes les organisations du système des Nations Unies avaient adopté des résolutions par lesquelles les gouvernements africains demandaient l'aide au moment de libération. Évidemment, les organisations du système des Nations Unies répondaient la plupart du temps que ces organisations ont été créées pour la paix et non pas pour faire la guerre et qu'ils ne savaient pas comment faire pour aider des moments de libération. Je suis désigné, je viens à Addis et Kelly Diallo et Ahmed Sahnoun. Kelly Diallo était le secrétaire général. Sahnoun était ambassadeur d'Algérie, était le second de Kelly Diallo. Ils m'ont dit, mais nous ne pouvons pas répondre ici parce que le siège du moment de libération se trouve à Addis Abeba, à Dar es Salaam. En Tanzanie, je suis allé à Dar es Salaam, j'ai rencontré le moment de libération. Et on m'a mis en réunion avec eux. Je leur ai suggéré en disant, écoutez, oui, nous avons les directeurs des institutions du système des Nations Unies ont raison de dire que ces institutions sont créées pour la paix et non pour la guerre. Mais ces institutions peuvent faire quelque chose. Par exemple, l'UNESCO, je les ai orientés vers l'aide à la formation en disant que ce qui s'était passé en 1960 au moment de l'indépendance du Congo, Zaïre, ne devait plus se renouveler et qu'il fallait non seulement mener le combat pour l'indépendance, mais il fallait également assurer la formation des hommes et des femmes capables, une fois les pays indépendants, de maîtriser l'administration et de pouvoir combattre les inégalités nées du système colonial. Et que donc, il fallait former à la fois des combattants, mais former également des gens capables de diriger le pays. Ce qu'on a fait en définitive, et j'ai eu l'occasion par la suite de rencontrer beaucoup de jeunes qui ont été formés pendant la libération, à la fois au combat politique, au combat militaire, et assurer ensuite l'indépendance, ensuite la maîtrise de l'administration pour éviter, comme en 1960, ce qui était arrivé à Lumumba, où on lui avait envoyé, il a été obligé de demander des experts des Nations Unies, évidemment les experts des Nations Unies qui avaient été envoyés en Afrique indépendante, n'étaient pas là seulement pour aider l'administration, mais étaient également là pour leur pays et se sont efforcés la plupart du temps d'assurer également des positions à leur pays dans des positions économiques, ce qui est encore le plus important. En fait, à mon avis, on doit célébrer cette journée parce que c'est la journée où s'exprimait la volonté des Africains, non seulement d'être libres, mais aussi la volonté de contribuer au développement de leur pays pour assurer aux peuples africains le bien-être. Il était en droit de s'attendre. Ce bien-être, on l'a vu, la condition des Africains a beaucoup changé par rapport à la situation ancienne, grâce à l'indépendance, grâce également à l'action que beaucoup de gouvernements ont menée et qu'il ne faut pas minimiser. Mais il reste beaucoup encore à faire. Et ce qui reste à faire ne peut l'être que dans la mesure où les pays regroupés mettent en commun leur expérience politique d'abord pour échapper aux contraintes que leur imposent les autres pays, aux contraintes sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan économique. Et toutes les tentatives d'unification ont échoué là aussi. J'en ai une expérience parce que une expérience que je voudrais indiquer parce que cette expérience peut servir peut-être de leçon. D'abord, il m'a été donné d'assister
à des actions d'intégration qui ont réussi et à des actions d'intégration qui ont échoué. Je commençais d'abord par l'échec. Il y a eu le Mali, première tentative de regroupement après 1960, qui a échoué. Dans l'échec du Mali, il y a peut-être un aspect que beaucoup n'ont pas perçu. C'est que le Sénégal et le Mali actuel, qui est le Soudan, l'ancien Soudan français devenu le Mali, est en désaccord sur la politique vis-à-vis de l'indépendance de l'Algérie. Le Sénégal, le Mali, le Soudan français était beaucoup plus proche des thèses algériennes. Je ne le dis pas que le Sénégal, parce que le Sénégal aussi s'est battu pour l'indépendance de l'Algérie, mais le Mali a été plus loin. Quand l'Algérie a voulu ouvrir un front sud, n'oubliez pas que les troupes algériennes qui se battaient, comme avait dit Mapak Boumedienne, se trouvaient en Tunisie et faisaient la pression sur la frontière tunisienne. L'Algérie a voulu, pour soulager le front nord, ouvrir un front sud et a envoyé un émissaire au Mali pour permettre au commandant Bouteflika, c'est une affaire dont on ne parle pas souvent, c'est Frantz Fanon qui a été envoyé à Bamako, qui s'est déguisé et qui a organisé l'arrivée de Bouteflika en tant que commandant du front sud avant les négociations d'Évian. Et les négociations d'Évian ont eu lieu et il faut dire que les Français ont joué un rôle dans la rupture de la Fédération du Mali. Ce n'est pas d'un bon œil la Fédération du Mali. Ensuite, évidemment, quand a été créée l'Organisation militaire africaine, il n'y avait plus de problème, étant donné que c'est le moment où il y a eu les négociations d'Évian qui ont abouti à l'indépendance de l'Algérie. C'est un échec. Mais on a également, après la rupture de la Fédération du Mali, tentative de création de l'ORS, l'Organisation des États riverains du Sénégal. Tentative qui avait failli réussir, mais qui, pour des raisons aussi que je ne maîtrise pas parce que j'avais quitté d'ailleurs le Sénégal, mais on avait réussi à une intégration. Mais cette intégration était basée sur un accord selon lequel désormais les plans de développement économique, parce que tous les pays africains avaient adopté des plans de développement économique, les plans de développement économique devaient être harmonisés, ce qui n'a jamais été fait, et des réunions périodiques des ministres des différents domaines devaient se réunir régulièrement pour élaborer en commun des programmes de développement. Et ces plans de développement, pour les harmoniser, les chefs d'État des pays de l'Organisation des États riverains du Sénégal, je dirais tout à l'heure que sont ces États, les chefs d'État devaient se réunir périodiquement, tous les 6 mois, tous les 6 mois ou tous les ans, en tout cas, pour harmoniser leur programme dans tous les domaines, et les ministres aussi de différents domaines devaient également se réunir tous les 6 mois, je crois, oui, tous les 6 mois. On avait donc imaginé des institutions telles que les budgets même des pays de la région devaient être harmonisés dans des programmes communs financés en commun, ou en tout cas harmonisés de telle sorte que le système d'éducation, le système
dans tous les domaines sociaux, économiques, devaient donc ainsi être intégrés, être les mêmes. Cela a duré 1 ou 2 ans et puis c'est fini. Ça, c'est l'organisation de cette réunion du Club Sénégal a disparu et on a resté quelques domaines encore aujourd'hui que l'on poursuit en ce qui concerne la mise en valeur de la vallée du Sénégal. Merci infiniment, tonton. Mélina, tu as vu, on a eu une page d'histoire et vraiment une vraie page d'histoire. Parce que tonton Martar a fêté ses 99 ans cette année. Waouh! Et un livre. C'est inestimable l'entretien qu'il nous accorde. Donc voilà, donc là, on a eu une leçon magistrale d'une page de cette longue histoire qu'il a vécue. Donc, ce ne sont pas des livres, voilà, un autre ancien, qui est un livre en lui-même, et dans bien des sens du terme de livre, parce que c'est lui qui a institué à l'UNESCO l'histoire générale de l'Afrique. Oui. C'est quand il était directeur général à l'UNESCO qu'il y a eu cette collection avec un volume qui était sous la direction de Cheikh Anta Diop. Merci infiniment pour ça. Merci infiniment. Voilà, et il est aussi le président d'honneur du RIFA. Et j'espère que nous aurons le plaisir de l'avoir en présence à Dakar lors du premier sommet des aînés africains au Sénégal et de sa diaspora, parce que Mélina fait partie de la diaspora. C'est ma fille guadeloupéenne. Donc, on est en train de faire des dialogues non seulement intergénérationnels, mais du continent et de la diaspora. Alors voilà, donc Mélina, je te présente tonton Amadou Martambo, dont je t'ai souvent parlé. Merci. Voilà, on découvre avec lui une belle page de l'histoire de l'Afrique et vivante, dans un livre en papier. Il faut tirer de cette expérience, à mon avis, des enseignements pour aller de l'avant. L'Afrique ne peut se sortir de sa situation que si vraiment elle s'unit. Et si l'union ne se réalise pas seulement au sommet, mais se réalise à la base, avec bien entendu la diaspora. Quand je parle de la diaspora, je parle aussi des Antilles, des Africains qui sont en Amérique et tout. À mon avis, l'émergence de l'Afrique, l'émergence véritable de l'Afrique, d'une Afrique indépendante, d'une Afrique progressiste, d'une Afrique qui a connu le malheur, qui a connu la colonisation, qui a connu l'esclavage, qui a connu la colonisation, et qui comprend peut-être, parce qu'elle a souffert, qui comprend aussi la souffrance des autres. Et cette Afrique-là n'a pas de haine, n'a de haine contre personne. Cette Afrique doit être une Afrique qui fédère, même qui aide à fédérer tous les peuples du monde pour aller en commun vers une prospérité commune fondée sur la solidarité entre tous les peuples. Et les Africains pourront le faire, et je pense que ça, je vous félicite également de l'initiative que vous avez prise. Ce doit être l'ambition de l'Afrique. J'ai toujours dit, quand j'étais à l'UNESCO, je le disais, nous ne sommes pas des peuples de la haine, parce que nous avons connu le malheur. Nous pouvons comprendre le malheur des autres. Et nous ne voulons pas que les autres soient malheureux comme nous l'avons été. Voilà ce que je veux dire en conclusion, en vous félicitant de ce que vous faites. Merci, merci beaucoup, tonton. Merci infiniment. Et à très bientôt. Et Dieu vous garde et prenez bien soin de vous dans ce confinement. Oh, merci. Et demain,